Alors, bonjour à tous. On a eu, lors de la présentation de ma conférence, des problèmes techniques qui ont diminué la qualité de la présentation que je voulais vous faire. Alors, d'un commun accord avec l'UTA, l'Université du troisième âge, j'ai décidé de vous l'enregistrer dans un format YouTube dont on va vous envoyer le lien. Vous l'avez probablement reçu déjà si vous écoutez cette séquence. Et avec le lien YouTube, vous pourrez voir l'intégralité de la conférence de la façon dont elle aurait dû être présentée. Alors, donc, merci de votre patience et j'espère que vous apprécierez cette version. Au revoir. En résumé, bon, j'ai 45 ans d'expérience avec des organisations industrielles. J'ai occupé divers postes de responsabilité allant d'ingénieur industriel, de conseiller en gestion industrielle à conférencier, créateur de contenu pédagogique. Mon parcours professionnel est marqué par une expertise approfondie en développement économique et en optimisation des processus industriels. Passionné par la transmission du savoir, j'ai animé de nombreux séminaires et conférences que j'ai récemment lancé une chaîne YouTube destinée aux enseignants en génie industriel. Pardon. Alors, j'avais posé une question aux auditeurs. Comment percevez-vous les changements dans le secteur manufacturier dans votre région depuis 20 ans? Bon, c'est évident, le secteur manufacturier, il a diminué énormément partout au Québec. Alors, comme introduction, les accords de l'Organisation mondiale du commerce furent conclus en 2001. À ce moment, personne en Occident n'imaginait que l'on venait de déclencher un des plus importants transferts de richesses de l'histoire récente de l'humanité. Comment cette erreur est-elle arrivée? De la corruption, peut-être. De la cupidité, certainement. Mais surtout la confiance dans un concept d'échanges commerciaux. Une contre-vérité héritée du 18e siècle. Ensemble avec Ricardo et Smith, les économistes de l'époque, nous allons éclaircir cette fable et découvrir la vérité de ce qui aurait dû être. La présentation se déroule en 4 chapitres et avec un épilogue. Premier chapitre, David Ricardo et Adam Smith. Deuxième chapitre, statistiques et analyse. Troisième chapitre, les distorsions économiques. Quatrième chapitre, les conséquences. Et finalement, un épilogue, le Québec face aux États-Unis. Chapitre 1, David Ricardo et Adam Smith. Bon, David Ricardo, c'est un économiste né le 18 avril 1772 à Londres, soit le 18e siècle. Il est mort le 11 septembre 1823 à Agatcombe Park. C'est un économiste et un philosophe britannique. C'est un agent de change, et il était aussi agent de change et député. C'est un économiste libéral influent de l'époque classique. Alors, ce qu'on doit à M. Ricardo, c'est la théorie de l'avantage comparatif. David Ricardo a démontré que tous les pays, même les moins compétitifs, trouvent dans certaines conditions théoriques, concurrence parfaite, sans pression politique donc, un intérêt à rentrer dans le jeu du commerce international. En se spécialisant dans la production où ils détiennent l'avantage comparatif le plus important ou le désavantage comparatif le moins lourd de conséquences. Alors, nous allons prendre le modèle de Ricardo avec un exemple ici. Dans le tableau que vous voyez à gauche, le nombre d'heures qu'il faut pour produire au Portugal et en Angleterre du vin et des draps. Par exemple, on voit qu'au Portugal, pour produire du vin, ça prend 80 hommes pour produire le vin et ça prend 90 hommes pour produire les draps. En Angleterre, ça c'est le modèle de Ricardo tel quel, là. En Angleterre, ça prend 120 hommes pour produire du vin et 100 personnes pour produire des draps. Alors, Ricardo a bâti sa théorie sur l'avantage comparatif et du libre-échange à partir de ce modèle.
Il suppose que la qualité est égale et que les coûts de main-d'œuvre sont égaux. Alors, les draps coûtent 10 hommes de plus que le vin au Portugal. En Angleterre, le vin coûte 20 hommes de plus que les draps. Alors, Ricardo démontre mathématiquement que l'avantage comparatif devrait inciter les Portugais à se spécialiser sur le vin et les Anglais sur les draps. Ouvrir ainsi les frontières au libre-échange pour un maximum de production. Adam Smith, de son côté, il est né le 5 juin 1723 à Kirkcaldy. Il est mort le 17 juillet 1790 à Édimbourg. C'est un philosophe et économiste écossais. Il a produit une théorie sur les sentiments moraux. Il a fait des recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Alors, le libre-échange, selon M. Adam Smith, selon Smith, la démonstration des avantages du libre-échange repose sur la notion, lui, d'avantage absolu, et non pas d'avantage comparatif, mais d'avantage absolu. Si une première nation est meilleure dans la production d'un premier bien et qu'une seconde est meilleure dans la production d'un second bien, alors chacune d'entre elles a intérêt à se spécialiser dans sa production de prédilection et à échanger les fruits de son travail. Alors, si nous prenons, supposons que Adam Smith avait à analyser l'étude comparative, les avantages comparatifs que Ricardo a développés, le modèle de Ricardo. Alors, Adam Smith aurait vu que le Portugal a un avantage absolu sur le vin et les draps. On voit bien ici là, que le Portugal, ça prend moins d'hommes pour fabriquer le vin et ça prend moins d'hommes pour fabriquer des draps qu'en Angleterre. L'Angleterre n'a donc aucun avantage absolu contre le Portugal. Il faut donc, alors Adam Smith aurait conclu, il faut donc fermer les frontières à ces produits portugais. Comprenez-vous la différence entre les points de vue de Ricardo et Smith? Alors, Ricardo, c'est les avantages comparatifs et son but, c'est de maximiser la production. Alors que Smith, lui, c'est les avantages absolus et lui, c'est de minimiser le dumping, si on veut, dans son pays. Ricardo appuie sa théorie sur l'avantage et le désavantage comparatifs et Smith appuie sa théorie sur l'avantage absolu. Alors, nous passons au chapitre 2, statistiques et analyse. Alors, le chapitre 2 débute par une définition de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Alors, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en anglais, on l'appelle World Trade Organization, WTO, est une organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays. L'OMC tâche de réduire les obstacles au libre-échange. Le 11 décembre 2001, la Chine adhérait à l'OMC. La Chine est devenue, suite à ça, l'usine du monde. On estime qu'un tiers des emplois manufacturiers américains ont disparu au cours des 8 années de 2001 à 2009 et que peu d'entre eux sont revenus. Certains affirment que la période de 2001 à 2009 a été pire pour le secteur manufacturier américain que la Grande Dépression de 1929. Alors regardons l'impact au Canada. En bleu, la ligne, c'est le Québec. En vert, la ligne, c'est l'Ontario. En ordonnée, vous voyez le pourcentage du PIB que représente le secteur de la fabrication ou du secteur manufacturier, si vous voulez. Et en abscisse, vous avez les années. Alors, on s'aperçoit que lorsque les accords de l'OMC sont tombés en vigueur, il y a eu une chute importante du secteur de la fabrication au Canada, autant en Ontario qu'au Québec. Mais est-ce vraiment ce qui est arrivé? On va se poser la question. Si on regarde la situation du secteur manufacturier américain de 1947 à 2010,
On peut comparer le secteur manufacturier américain avec le secteur manufacturier canadien en ne se trompant pas énormément. Alors, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le secteur manufacturier américain est en chute libre depuis les années 50 environ. Et que si on dresse une pente le long du graphique, on s'aperçoit que pendant la période de l'OMC, de 2001 à 2009, lorsque les accords de l'OMC ont entré en vigueur, c'est toujours la même droite qui se poursuit. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Alors, il y a trois principales causes à ça. La première, c'est l'accroissement de la richesse collective. Le fait que la richesse collective ait augmenté, ça permet aux gens de développer de nouvelles activités, de faire plus de culture, de faire de l'informatique, d'investir dans les services, d'obtenir des services qui n'étaient pas disponibles avant. Lorsqu'on parle de l'informatique, c'est un service, les logiciels, les réseaux sociaux, tout ça. Alors, l'accroissement de la richesse collective a fait que le PIB a augmenté, mais le PIB, le pourcentage du PIB de la fabrication ou du secteur manufacturier s'en est trouvé diminué. Le deuxième point, la deuxième cause, l'accroissement de la productivité des entreprises manufacturières. À force de s'automatiser, elles deviennent de plus en plus productives et ce qui fait que pour produire le même nombre de biens, alors ils ont besoin de moins d'argent. Donc, ça fait au niveau des pourcentages du PIB, ça fait baisser le pourcentage du PIB. Et évidemment, la libéralisation des échanges avec les pays du Sud. Alors, évidemment, il y a eu de la compétition à bas coût. Alors, que faut-il comprendre? Bon, voici la pause. Alors, que faut-il comprendre? Utilisons l'angle de la balance commerciale. Une balance commerciale, c'est quoi? C'est les exportations moins les importations. Alors, si les exportations sont plus élevées que les importations, alors la balance commerciale est dite positive. Si les importations sont plus élevées que les exportations, alors la balance commerciale devient donc négative. Alors, on voit ici la balance commerciale des États-Unis. En gris, beige, vous voyez en beige, vous voyez les exportations en haut du graphique. En bas, vous voyez des importations en rouge. Et la ligne noire, ce qui s'appelle le solde ici, est en réalité la balance commerciale. Alors, on voit que jusqu'aux années 1970, la balance commerciale, elle est plutôt positive, en tout cas, ou neutre aux États-Unis. Sauf qu'à partir des années 70, elle est de plus en plus dans le négatif. Et elle continue de descendre et de devenir de plus en plus négative. Donc, la balance commerciale américaine, présentement, elle est négative. Alors, si on regarde la période de l'OMC, on voit que les importations ont augmenté plus fortement entre 2001 et 2009. Alors, si on fait une pente sur les importations, si on fait une pente sur 60 ans, ça donne la pente qu'on voit ici. Alors, grosso modo, sur 60 ans, la pente des importations ressemble à ça. Si on fait maintenant la pente pour la période de 2001 à 2009, si on fait une pente extrapolée, on se rend compte que la pente est plus aiguë pendant la période de 2001 à 2009. Les importations en 2001 à 2009, bien, les importations chutent plus fortement entre 2001 et 2009. La question est de savoir pourquoi exactement. C'est là que nous abordons le chapitre 3, les distorsions économiques. Les ambitions de la Chine. Voici les trois ambitions planétaires de la Chine pour 2049, année du centenaire de la Révolution chinoise. La première ambition, c'est de détenir la prééminence économique et financière mondiale en 2030. Et grâce à M. Trump, ils vont l'obtenir facilement. Deuxièmement, créer un nouvel ordre mondial en s'imposant d'abord en Asie et après dans le monde.
Troisièmement, accroître son soft power, ce qu'on appelle son influence politique, pour inciter d'autres pays à imiter la Chine, à se rapprocher d'elle et à aligner leurs intérêts économiques. En 2017 est apparu un rapport accablant sur l'État chinois. Le 20 décembre 2017, la Direction générale du commerce de la Commission de Bruxelles a produit un rapport de 466 pages en 3 parties. La partie 1, les distorsions transversales. La partie 2, les distorsions des facteurs de production. Et en partie 3, les distorsions dans certains secteurs. La source, c'est Commission Staff, c'est en anglais, Commission Staff Working Document on Significant Distortion in the Economy of the People's Republic of China for the Purpose of Trade Defense Investigation. European Union, en décembre le 20 2017. Alors, c'est un rapport de 466 pages. Je vais vous épargner les détails. On va simplifier ça à l'extrême. Alors, la partie 1, distorsion transversale. Alors, l'économie de marché socialiste de la Chine, ça fait quoi? Ça fait que la propriété publique est socialiste. Le marché socialiste du pays repose sur 4 piliers. La propriété de l'État, l'attribution centrale des facteurs de production. Alors, les facteurs de production sont attribués par le pouvoir central. L'intervention de l'État dans l'industrie chinoise, puis l'application de politiques nationales. Le Parti communiste chinois, PCC, contrôle tous les aspects de la société chinoise, le système politique, le système économique, le système judiciaire. Alors, ce n'est pas un pays de droit. Alors, si on regarde toujours la partie 1, les distorsions transversales, les entreprises d'État, qui sont les entreprises les plus importantes, ils sont contrôlés par l'État. Alors, c'est l'État qui dicte leur conduite. Le système financier est contrôlé aussi par l'État. Alors, c'est l'État qui décide qui reçoit du financement et à quelles conditions. Ce qui fait qu'on voit des entreprises zombies en Chine. C'est des entreprises qui perdent de l'argent, qui devraient fermer leurs portes, mais qui sont soutenues financièrement par l'État parce qu'elles sont jugées stratégiques. Le marché des marchés publics en Chine est complètement fermé. Alors, c'est quoi un marché public? Le marché public, c'est lorsqu'un pays achète des biens et services. Alors, par exemple, avec l'Union européenne, on a un accord de libre-échange. Alors, on a accès au marché public de l'Union européenne et eux ont accès à nos marchés publics ici au Canada. Les restrictions d'investissement pour les entreprises chinoises et étrangères. Alors, il y a des restrictions à l'investissement, surtout pour les entreprises étrangères. C'est contrôlé par le Parti communiste chinois. La partie 2, distorsion des facteurs de production. Alors, la terre, c'est la Chine qui décide quel est le prix que vous allez payer pour le terrain que vous utilisez. Alors, si vous êtes considéré comme une entreprise stratégique, vous allez payer très peu. L'énergie, la même chose. Les prix de l'énergie, c'est déterminé par le Parti communiste chinois. Alors, si votre entreprise est stratégique, elle paiera très peu cher son énergie. Immobilisation, la même chose. Vous paierez des immeubles beaucoup moins chers si vous êtes une entreprise stratégique pour le Parti communiste chinois. Les matières premières, de la même façon. Et la main-d'œuvre, c'est encore plus fou. La main-d'œuvre est complètement centralisée en Chine. Alors, les meilleurs candidats vont dans les entreprises les plus stratégiques pour le pays, la Chine. Alors, il y a des distorsions dans certains secteurs dans la partie 3. En raison des distorsions transversales de la Chine et des inefficacités résultant de la répartition par les pouvoirs gouvernementaux des facteurs de production, l'industrie chinoise est en proie à des surcapacités et à des entreprises non viables. Ce qu'on appelle des entreprises zombies. Alors, elles devraient être fermées, elles ne devraient pas exister, mais sont financées quand même, ce qui les fait survivre et ça devient des entreprises qu'on appelle des entreprises zombies. Alors que des efforts ont été faits pour résoudre ces problèmes, ils se sont avérés plutôt faibles. Des mesures de soutien de l'État et des instruments de politique qui ont conduit à des surcapacités et des problèmes de commerce international dans le secteur de l'acier, de l'aluminium et de la chimie, de la céramique. Alors, on continue à faire vivre des entreprises qui devraient être fermées
et ils vendent à des prix ridiculement bas, inondant les marchés commerciaux internationaux. Alors, on revient maintenant à la théorie de l'avantage comparatif de M. Ricardo. Alors, qu'est-ce qu'il en pense de ces distorsions économiques en Chine? Alors, David Ricardo a démontré la théorie de l'avantage comparatif dans certaines conditions théoriques. Une concurrence parfaite, donc sans pression politique. Ici, donc, on s'aperçoit que la théorie de l'avantage comparatif ne s'applique donc pas parce qu'il y a des distorsions politiques. Maintenant, si on regarde le libre-échange selon Adam Smith, la démonstration des avantages de libre-échange repose sur la notion d'avantage absolu. Chaque pays se spécialise sur ses avantages absolus. La Chine crée des distorsions dans l'économie. Elle crée artificiellement des avantages absolus. Il ne peut donc pas y avoir de vrai libre-échange, selon Smith. Alors que conclure, bien que la proportion du secteur manufacturier en rapport au PIB soit en chute constante depuis les années 50, les accords de l'OMC, en ouvrant la porte à la Chine comme nation défavorisée, ont créé une distorsion économique majeure qui a fait augmenter abruptement les importations des pays occidentaux, des importations qui venaient en majorité de la Chine. Alors, chapitre 4, les conséquences. Alors, nous sommes passés de l'ordonnancement de la production de nos usines à la sous-traitance en Chine. Tout ça parce que nous étions en compétition avec un pays qui, par sa nature économique, comportait d'importantes distorsions par rapport au système utilisé en Occident. C'est là, dans le tableau suivant, je veux vous faire remarquer l'importance du secteur manufacturier pour un État. Dans ce cas-ci, nous allons regarder la province du Québec. Alors, en bleu foncé, vous avez le pourcentage du PIB, le pourcentage des exportations en valeur, la valeur des exportations, le pourcentage en valeur des exportations en bleu foncé des biens au Québec, c'était autour de 80% en 2010. En 2019, c'était toujours autour de 80%. Et ça, 80% de nos de la valeur des exportations proviennent de produits fabriqués, alors que le secteur manufacturier, on a vu tout à l'heure, s'est effondré. Alors, c'est pas croyable, même avec un effondrement de notre secteur manufacturier, c'est encore le secteur manufacturier qui représente 80% de la valeur de nos exportations. Donc, le secteur manufacturier au Québec, c'est très important. Au Québec, le secteur manufacturier, c'est important. Le secteur manufacturier représente plus de 80% de la valeur des exportations du Québec. L'augmentation de la fabrication locale est la meilleure façon d'améliorer notre balance commerciale. C'est un important facteur d'enrichissement d'un État. Le secteur manufacturier, c'est tellement important. Alors maintenant, on va se poser la question, ce qui nous est arrivé avec la Chine, est-ce que c'est la faute à l'Occident? Bien, l'Occident aurait dû analyser l'économie chinoise avant d'accepter son inclusion dans les accords de l'OMC en 2001. L'Occident, par une pensée simpliste, crut que l'économie centralisée chinoise se comporterait comme l'économie occidentale grâce aux échanges commerciaux. Et qui sait vraiment, peut-être que le système chinois, ce système, est supérieur au nôtre. Il faut se poser la question. Ce qui m'emmène à un épilogue. Le Québec, présentement, est face à des menaces commerciales avec les États-Unis. Le contexte, les États-Unis annoncent des tarifs sur les exportations canadiennes. L'importance des échanges commerciaux, 70% des exportations canadiennes vont vers les États-Unis. L'impact potentiel sur le Québec, des secteurs clés comme la gestion de l'offre, l'aluminium et la hausse spatiale sont vulnérables. Cependant, il existe des opportunités. Exploiter les accords commerciaux, le CETA ou l'AECG en français, CETA c'est en anglais, c'est l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Il y a le CPTPP avec les pays du Pacifique aussi, un accord de libre-échange. Alors, avec aussi, on peut diversifier les marchés au sein du Canada. Alors, il y a des opportunités. Le marché canadien, le marché européen, le marché du Pacifique.
les objectifs stratégiques du Québec, c'est quoi? C'est c'est de protéger les industries clés, l'aluminium, l'aérospatiale, la gestion de l'offre. 2, diversifier les exportations et cibler le reste du Canada et l'Europe. Pour le Québec, c'est ce qui est mieux. L'Europe est une question géographique, tout simplement, et plus près. Alors, ça diminue les délais et les coûts de transport. Alors, le CETA, ou là, c'est l'AECG, l'accord économique commercial global avec l'Union européenne, nous ouvre des portes des marchés publics européens. Les droits de douane sont réduits à zéro pour 98% des produits qui sont transgisés entre le Canada et l'Union européenne. C'est un excellent accord. Troisièmement, attirer les talents et les investissements étrangers. C'est un objectif stratégique important. Et finalement, soutenir les écosystèmes innovants. C'est par l'innovation que l'on va créer de nouveaux marchés. En conclusion, les tarifs des États-Unis n'imposent pas une impasse, mais une opportunité pour diversifier et renforcer l'économie. Une approche stratégique et coordonnée entre le Canada et le Québec est essentielle. Exploiter les accords commerciaux existants, investir dans l'innovation et la résilience logistique assureront la compétitivité à long terme. Merci pour votre attention. Ceci termine la présentation.